Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette 3e édition de Droit de Cité, faire association en Europe, presque 4 ans après la première qui célébrait les 20 ans du mouvement associatif, à quelques semaines d'un confinement généralisé, rappelez-vous. Cette année, je touche du bois, pas de Covid à l'horizon, a priori. Mais des élections européennes qui arrivent dans quelques semaines dans un contexte particulièrement préoccupant qui nous oblige toutes et tous. Un contexte de montée continue de l'extrême droite, mais aussi, en miroir de ça, un contexte de résistance à cette montée de l'extrême droite. Un contexte de crise écologique aiguë, mais aussi un contexte de mobilisation des citoyens, des associations, et notamment des plus jeunes qui refusent de rester inactifs. Un contexte de guerre sur le sol européen qui fait froid dans le dos, un contexte de guerre où un territoire européen est attaqué, mais aussi un contexte de guerre qui voit des centaines de milliers de personnes se mobiliser, se battre, résister. Un contexte de montée de l'abstention, une abstention qui croît d'élection en élection et qui atteste d'une démocratie représentative qui va mal, mais aussi un contexte où les Françaises et les Français, pour ne parler que d'eux, s'engagent tous les jours. 20 millions de bénévoles, 1,4 million d'associations, 70 000 associations qui se créent chaque année, une société engagée incontestablement. Un contexte de montée des populismes partout en Europe, partout dans le monde. Mais il n'y a pas de fatalité. Sans faire de mauvaises comparaisons, j'ai commencé à écouter récemment le dernier podcast de Philippe Collin. Rappelez-vous, on en parlait l'an dernier avec Léon Blum, mais cette année, c'est Les Résistantes. Je vous le conseille vivement. Dans le premier épisode de ce podcast, il y est question de proto-résistance, d'actes de résistance individuelle commis par des individus qui refusent de céder à la fatalité. Ça ne suffit pas, mais c'est porteur de beaucoup d'espoir. À l'image de ces proto-résistances du début de la guerre, la question qui se pose est celle du débouché politique et donc du collectif dont on a impérativement besoin pour transformer ces proto-résistances, ces proto-engagements en un puissant mouvement collectif qui travaille à élaborer des alternatives concrètes et surtout désirables. Autrement dit, un contexte où tout est possible, le pire comme le meilleur, et face auquel nous avons la responsabilité de faire des choix. Rappelons quand même que ne pas choisir, c'est choisir. Alors, mais qu'est-ce qu'on choisit ? J'ai quelques propositions à vous faire. D'abord, je vous propose de choisir la radicalité de la nuance. Je vais citer Jean Birnenbaum, qui a écrit un petit livre que je vous recommande vivement, qui s'intitule « Le courage de la nuance », et qui écrit dans son ouvrage « Il n'y a pas plus radical que la nuance ». Et quand on y réfléchit bien, il a absolument raison. Qu'est-ce que c'est la radicalité ? Prendre les choses à la racine, accepter la complexité, tendre vers elle pour la comprendre. La radicalité, c'est le refus des raccourcis, c'est la capacité à voir le monde de diverses façons. Et la nuance en miroir, dont on manque trop, c'est une grande force, une force immense pour vivre ensemble, pour se comprendre, pour se respecter. Ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas. Et sans que cette responsabilité nous incombe exclusivement, elle est aussi la nôtre. Construire un discours nuancé, un discours qui assume la complexité, un discours qui ne polarise pas et n'humilie pas. On le fait au quotidien dans nos organisations. On apprend le compromis, on construit des chemins qui soient acceptés par le plus grand nombre. On travaille à construire des solutions issues du réel, mais en sachant pertinemment que ces solutions sont le fruit de discussions, de compromis, de débats, de sorte de nouveau à alimenter ni polarisation ni humiliation. Rares sont les espaces qui sont encore capables de ça aujourd'hui, et le fait d'en être un nous donne une très grande force. Je vous propose ensuite de choisir le courage des limites, parce que la radicalité de la nuance, c'est aussi le courage des limites et le refus des compromissions. Cet après-midi, nous entendrons les candidats aux élections européennes débattre. Et comme en 2022, nous avons décidé de ne pas inviter le Rassemblement national. Cette année, encore plus que pour les élections européennes et législatives, on nous a interrogés sur ce choix. Certains le contestent, certains interrogent son caractère démocratique, certains ne comprennent pas qu'on ne donne pas la parole à un mouvement qui récolte autant de suffrages. Je veux d'abord dire qu'à aucun moment il s'agit de stigmatiser des électeurs. Ce n'est pas ce qui motive cette décision.
En revanche, il s'agit bien de poser une limite, de réaffirmer que nous sommes une organisation de valeurs qui ne peut pas cautionner un mouvement politique qui va à ce point contre ce que nous sommes. Un mouvement politique qui stigmatise, un mouvement politique qui fait le choix de la préférence nationale, qui trouve des boucs émissaires pour justifier tous les maux, un mouvement politique qui ne veut pas l'apaisement. Alors vous allez me dire que la frontière est de plus en plus ténue. Mais précisément pour cette raison, précisément parce que certains jouent le jeu de l'extrême droite, précisément parce qu'on a perdu la bataille culturelle, mais qu'on refuse de perdre la guerre, nous avons la responsabilité de poser des limites et de dire haut et fort qu'on ne joue pas avec l'extrême droite et que même si nous sommes de moins en moins nombreux à tenir une position aussi claire, nous le ferons aussi longtemps qu'il le faudra, précisément parce que la radicalité de la mesure impose le courage des limites. Ensuite, je vous propose le devoir de la justesse. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, c'est ce qu'écrivait Camus. Je viens de le dire, mais on voit à quel point on a perdu la bataille culturelle. Une loi immigration qui dépasse toutes les limites, qui fait sauter toutes les digues. Des attaques répétées contre les libertés associatives. Une ministre de la République qui écrit une tribune dans laquelle elle dit que la désobéissance civile est une nouvelle forme de séparatisme. Des élus qui interrogent les subventions accordées à des associations, non pas en raison du projet conduit, mais en raison de l'objet de l'association, ou pire, de ses prises de position. Les mots éco et terrorisme qui sont associés, et j'en passe. À chaque fois, c'est mal nommer les choses. Pourtant, on reste trop souvent silencieux face à ces prises de parole. Bien nommer les choses, c'est aussi notre responsabilité. Par exemple, jamais je ne dirais que nous ne sommes pas en démocratie parce que je crois que nous le sommes. Nous pouvons exprimer notre mécontentement sans se faire arrêter à la sortie, ce qui est quand même déjà pas mal. En revanche, je crois que notre démocratie, elle mérite beaucoup mieux, qu'elle mérite des aspérités, qu'elle mérite du débat, qu'elle mérite des désaccords sains. Je crois que le mépris peut entraîner la colère, pour citer un ancien syndicaliste. Je crois que la légitimité, elle n'est jamais entre les mains d'une seule personne, même s'il ne s'agit pas de contester la légitimité de l'élection. Et du coup, lorsque le président de la République parle de réarmement civique, et non pas que l'on soit fan du champ lexical militaire, prenons-le au mot, ou plutôt, posons notre définition de ce que doit être un réarmement civique. Le réarmement civique, c'est la construction d'une grille de lecture politique partagée. Le réarmement civique, c'est la force du collectif qui parvient à faire converger des expériences individuelles. C'est accepter les désaccords. C'est faire de nouveau de la nuance une force, c'est peser les mots. Ça ne peut en aucun cas être un nouvel outil pensé malgré les principaux concernés, qui stigmatiseraient une partie de la population et dont l'ambition serait de lisser autant que possible. Car il y a quelque chose de salutaire dans les désaccords. On ne le sait que trop bien. Parfois, ces désaccords peuvent être dépassés et parfois, ils ne peuvent pas l'être et c'est pas grave. Ça ne doit pas nous empêcher de vivre ensemble, c'est certain, mais il y a quelque chose de malhonnête quant au fait de les ignorer. Quatrièmement, ce que je vous propose, ça va être le plus facile j'imagine, je vous propose d'être fier d'être association et de faire association. Lors de la 2e édition de Droit de Cité, j'insistais sur la puissance du modèle associatif. Alors j'en suis toujours convaincue, heureusement, me direz-vous. Oui, on doit absolument être fiers de ce que nous sommes, cette force du premier et du dernier kilomètre, cet espace de liberté qui offre aux individus la possibilité de se réaliser, de s'épanouir, de trouver du sens, d'exprimer une colère, une envie, une indignation, de s'engager. Cette force associative, c'est un diamant brut qu'on doit protéger et qu'on ne doit surtout pas chercher à lisser. Un diamant brut à la fonction éminemment démocratique, qui produit des aspérités. J'aime beaucoup ce mot, vous verrez. Qui produit des aspérités, qui produit du débat, qui produit du conflit parfois. Un diamant brut qui va à rebours de certaines croyances ou de certains modèles bien ancrés. Un diamant brut qui n'a pas peur de faire bouger les règles et les lignes. Un diamant brut qui compte, je le redis, 1,4 million d'associations, 20 millions de bénévoles, de quoi faire rougir n'importe quel mouvement politique. En revanche, et c'est là où mon discours diffère un peu de celui que je tenais il y a 2 ans, notre puissance, car elle est bien réelle,
souffrent d'un défaut de pouvoir. Dans une situation politique où chacun joue son rôle, où le pouvoir politique considère les corps intermédiaires, les respecte, les écoute, et surtout comprend leurs fonctions essentielles, tout va bien, plus ou moins. Mais dans un monde où celles et ceux qui décident, car ils ont la légitimité de l'élection, légitimité de nouveau qu'il ne s'agit pas de contester, font fi de tous les autres et alimentent les confusions, alors ça devient grave, voire dangereux. Et c'est dans cette situation politique que l'on se trouve. La façon dont le Conseil constitutionnel a été utilisé par l'exécutif à propos de la loi immigration le montre bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, c'est ce soir hier, je vous invite à la regarder. Thierry Pech dit que l'exécutif a joué aux échecs avec les institutions. Je trouve que c'est pas mal, je vous invite à regarder ça, c'est intéressant. C'est grave. Pourquoi c'est grave? Car on souffre trop souvent d'une confusion des rôles, de cette tendance à se prendre pour ce que l'on n'est pas, ce qui crée de la frustration et de l'incompréhension. C'est dangereux aussi parce que notre République s'est construite avec ses institutions, chacune jouant son rôle pour protéger les autres et pour garantir le fonctionnement de l'ensemble. Notre rôle en tant qu'acteur associatif, ce n'est pas de prendre le pouvoir. Nous sommes des organisations de la société civile organisée. Nous sommes des corps intermédiaires. Nous sommes là pour construire du débat et pour dire le réel. Mais je pense que nous sommes aussi là, quand la situation l'impose, pour dire les limites, pour les dire haut et fort, avec fermeté, en essayant de construire des alternatives, car une chose est certaine, notre démocratie représentative est en crise et elle ne s'en sortira pas toute seule. 5e élément que je vous propose de choisir, c'est le fait de faire le choix de l'action et des alliances. Car c'est vertigineux et qu'on n'y arrivera pas tout seul, parce que l'intelligence est beaucoup plus puissante lorsqu'elle est collective, mais aussi parce que plus on est de fous, plus on rit, il faut quand même le dire. Je veux remercier ici nos amis de la Coordination Générosité, de SS France, de Civil Society Europe, du Pacte du pouvoir de vivre, et je veux remercier tous les partenaires qui sont présents. Je veux surtout vous remercier, vous, toutes et tous, d'avoir fait le pari du mouvement associatif, de la force du collectif et d'être si nombreux ce matin pour le dire. Lors de la marche de dimanche contre la loi immigration, vous savez, j'étais dans le carré de tête, là, on était quelques-uns à avoir signé une tribune, et on était avec des élus et des gens du pacte, et certains élus nous ont demandé, aux membres du pacte, nous ont dit, mais pourquoi ça marche aussi bien entre vous? Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien entre vous? Et en y réfléchissant bien, je crois que la réponse, elle vaut pour tous les collectifs que je viens de citer, et puis pour le nôtre en premier lieu. Ça marche pourquoi? Parce qu'on s'écoute. Ça marche parce qu'on est rigoureux. Ça marche parce qu'on est attaché à voir nos valeurs être largement partagées. Ça marche parce qu'on est convaincu qu'on sera plus fort à plusieurs, mais ça marche surtout parce qu'on travaille à toujours mieux se connaître. Ça marche parce qu'on travaille quelque chose d'extrêmement précieux, la confiance qui nous lie. Je crois qu'on peut être très, très, très fiers de ces dynamiques collectives qui vont nous être données à voir tout au long de cette journée. Alors voilà les choix que je nous propose de faire. C'est ambitieux, c'est sans doute difficile, mais il me semble que c'est absolument indispensable et que c'est surtout beaucoup plus intéressant. Pour conclure, je vais citer Jean Birnenbaum encore une fois. Tenir un discours si libre qu'il en devient irrécupérable. Appeler les choses par leur nom, quitte à dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Proclamer une conviction sans lui sacrifier la vérité des faits. Assumer ses propres failles au point d'admettre qu'un adversaire puisse avoir raison. Opposer l'humour à la bêtise. Refuser de voir le monde en noir et blanc. C'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous pour cette belle journée. Et c'est aussi ce que je nous souhaite parce qu'il est encore le temps de le faire, à toutes et tous pour cette belle année 2024 au nom du mouvement associatif. Bonne journée et merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à vous d'être venus si nombreux à cette 3e édition de Droit de Cité, une édition, comme l'a dit Claire, tournée vers les enjeux de la vie associative et de la citoyenneté européenne. Je suis Michael Huette, je suis le nouveau délégué général du mouvement associatif et cette journée clôture ma première semaine au mouvement associatif. Ça démarre plutôt pas mal. Je vous propose de poursuivre ce moment introductif parce qu'aujourd'hui on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur Patrick Boucheron,
qui est historien, spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il est notamment l'auteur du Temps qui reste, que je vous conseille fortement. Que tout le mouvement associatif vous conseille de lire à la suite de cette journée. Monsieur Boucheron, s'il vous plaît. La jambe gauche est mal en point, allégorie politique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que me vaut le plaisir et l'honneur de m'adresser à vous, devant vous, Madame la Présidente, chère Claire Toury, vous toutes et tous, chers amis. C'est peut-être, en tout cas je l'espère, mon travail d'historien, puisque nous parlons d'engagement, puisque nous parlons effectivement de travail collectif, et l'histoire, si elle est émancipatrice, c'est moins pour ce qu'elle proclame que pour ce qu'elle pratique, c'est-à-dire une conjuration d'intelligence qui donne à voir et à comprendre ce qui se passe quand on fait les choses ensemble. Pour ma part, je suis modestement historien, vous l'avez dit, cher Michael, de l'Italie communale, c'est-à-dire de ce moment qui pourrait fort bien se reconnaître dans ce beau syntagme de droit de cité, ce moment où on s'est non seulement associé pour l'intérêt général, c'est ce qu'on appelle la commune, mais qu'on s'est associé en associant des associations, parce qu'une commune, c'est ça, c'est une communauté de communautés. Et ça nous intéresse évidemment parce que dans la commune italienne, on comprend dès le XIIIe siècle que bien gouverner, c'est bien parler. Ce qui veut dire à l'inverse, et vous l'avez dit Claire, qu'une dégradation de la langue publique va inévitablement produire des malheurs et des défaillances démocratiques. Et c'est la première chose au fond qui nous rassemble et qui nous inquiète. Comment on se parle ? Comment on en est arrivé à ne plus saisir, en tout cas dans l'espace public, ou plus précisément sous la loupe médiatique qui en caricature les traits, comment on a pu à ce point oublier cet art des désaccords qui est le propre de la démocratie, et de la démocratie en Europe, car si je travaille sur la commune italienne, je n'oublie jamais que l'Italie n'est pas une exception, mais une accentuation d'un mouvement communal européen. Sauf que je suis historien de ça, mais je suis aussi historien de sa dégradation, du moment à la fin du Moyen-Âge où ce bel édifice s'est fissuré et où tant de sociétés européennes, c'est ce qu'on appelle la marche à la seigneurie ou la principauté, ont d'elles-mêmes renoncé à leur liberté publique. Et avec quelle facilité, en somme, des sociétés politiques peuvent obéir par avance à celles et ceux qui vont détruire les solidarités. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on parle de démocratie, il ne faut jamais oublier que la démocratie n'est pas un régime, c'est une tâche à accomplir, c'est une pratique et qu'en tant que telle, elle est toujours non seulement à recommencer, non seulement à réinventer, mais aussi à considérer dans son ampleur européenne. Et il y a bien des manières, et mondiales, il y a bien des manières d'être et de ne pas être démocrate. Donc je dirais que mon engagement, il est là dans mon travail, mais il est des moments, et nous en vivons un, où peut-être que ça ne suffit pas. Et voilà pourquoi peut-être que ce qui me vaut vraiment le plaisir d'être ici, c'est ce petit livre auquel vous faisiez allusion, qui est paru cette rentrée, sous le nom « Le temps qui reste » et qui est aiguisé par le tranchant de l'urgence, ou plus précisément la crise de ce sentiment d'urgence, la crise de l'imminence, le fait que, à force de dire qu'inévitablement une catastrophe est en cours, que ça va nous arriver, que c'est déjà écrit, que c'est inéluctable, eh bien, on finit par consentir à l'avance à ce qu'on considère comme une menace, mais qu'à force d'en parler comme quelque chose qui arrive lentement et inexorablement, eh bien, on en précipite l'allure ou,
Pire encore, on précipite une autre catastrophe en croyant en prévenir celle que l'on voit venir. Cette crise de l'imminence, elle est, et évidemment, je pense que nos discussions vont amplement le thématiser, elle est, au fond, elle s'exprime de deux manières. La première, évidemment, c'est l'imminence climatique. Moi, on m'a toujours appris comme historien que le temps des hommes et le temps de la Terre étaient incommensurables, que nous étions, si on déplie la belle frise chronologique de nos enfances, eh bien, les tard venus dans l'histoire de la Terre, et en tout cas, la société humaine dans ses capacités transformatrices qui n'avait pas prise, au fond, sur la nature. Eh bien, c'est faux, puisque nous savons aujourd'hui, depuis 20 ans, que l'humanité est une force géologique. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène, ce qui fait que nous pourrions effectivement agir, non pas pour, de mon temps, on disait nos enfants ou les générations futures, mais pour nous, pour peu que les dirigeants n'aient pas l'âge de Joe Biden ou de Donald Trump d'ailleurs, ils verront les conséquences de leur acte ou de l'absence d'acte quant à la transition énergétique. Ils en seront politiquement assurément, juridiquement peut-être, comptables. Et c'est précisément au moment donc où un agir politique est possible et pensable sur le plan environnemental qu'on en fait si peu. C'est presque un mystère quant au régime de temporalité. Et j'ai cru, au fond, déceler dans cette sorte de paralysie de l'action qui nous prend, non, pardon, pas le mouvement associatif, pas les citoyens, pas les engagements, pas les solidarités, mais justement la question, et vous le dites fort bien, du rapport entre le pouvoir et la puissance. En puissance, tout cela est évidemment fort, mais évidemment, parce qu'il y a un problème de représentation, le pouvoir ne le prend pas toujours en compte. Et j'ai voulu effectivement comprendre comment cette crise de l'imminence valait aussi pour nos échéances politiques. 2024 est évidemment une année électorale en Europe et dans le monde. Et pour ce qui concerne la France, nous sommes obsédés par une échéance plus lointaine en 2027, ne comprenant pas qu'à force d'attendre qu'un événement advienne, on ne saisit pas qu'en histoire, un événement, c'est ce qui advient de ce qui est déjà advenu. Et si on considère que d'une certaine manière, c'est déjà là, et si on considère que si les choses tournent mal électoralement, par exemple, eh bien les historiens et historiennes du futur écriront cette histoire avec peut-être un premier chapitre qui s'appellera « Ça s'est passé le 19 décembre 2023 ». Et dans ce cas-là, d'une certaine manière, ça ne nous rassure pas, mais ça nous engage, et ça nous encourage, et ça nous libère. Si c'est déjà là, si ça s'est déjà passé, alors on fait avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, avec ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'en réalité, on se souvient de ce que, lorsque on interroge les Françaises et les Français, et je ne parle pas là seulement d'enquête d'opinion, mais de la réalité du terrain, mais de ce qui est observable dans cette réalité sociale qui est si faiblement représentée, j'y reviens, puisque d'une certaine manière, une des critiques qu'on peut adresser à ce mauvais gouvernement par une parole dégradée, c'est de nous rappeler sans cesse à la réalité, ou aux réalités, tout en liquidant le réel. Et le réel, c'est effectivement ce que les gens vivent, et ce que les gens vivent, eh bien, vous pouvez en témoigner, vous qui êtes engagés dans cette vie collective, c'est une aspiration aux valeurs de solidarité, de dignité et de reconnaissance. Et ces valeurs de solidarité, de dignité et de reconnaissance, elles sont orphelines aujourd'hui dans le lexique politique tel qu'il est représenté par les grandes organisations. Si fait que nous sommes dans un système ou en tout cas dans un moment où ce qui est proprement révolutionnaire n'est pas de rêver d'un monde nouveau, mais de décrire
avec justice et justesse, je veux dire simplement justement, les possibilités, les devenirs en puissance du monde dans lequel nous vivons. Et alors, effectivement, des disciplines comme les miennes, l'histoire ou la science sociale, qui sont des disciplines de la description et non pas de la proclamation, retrouvent quelque chose comme le tranchant de leur nécessité, car au fond, seule la description est révolutionnaire. Et ce qu'il faudrait tenter de faire ensemble, c'est de décrire simplement, calmement, avec gravité et nuance, les aspirations de ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement associatif sur ces trois valeurs que sont la solidarité, la reconnaissance et la dignité, pour comprendre comment, d'une certaine manière, une bonne partie, et ça paraît presque naïf, mais en réalité, nous n'avons pas d'autre possibilité que celle-là. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas d'autre terre que celle-là, il n'y a pas d'autre société que celle-là, et donc il s'agit de décrire avec exactitude et respect ce qui est en puissance, ce qui est en train de s'inventer dans cette société. Et cela, évidemment, c'est à nous toutes et nous tous de le faire, pourvu qu'on se souvienne, en effet, que ces conjurations de volonté et d'intelligence, elles ont, dans l'histoire, pendant longtemps, et de manière répétée, et à des moments qu'on croyait désespérés, retrouver droit de cité pour refaire commune ensemble. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Patrick Boucheron, pour cette intervention, cette mise en perspective, cette introduction parfaite de la journée. On va pouvoir continuer ces propos introductifs avec l'intervention de Guy Verhofstadt, député européen, président du mouvement européen international. Indisponible aujourd'hui, il a quand même tenu à participer à droit de cité et je vous propose de regarder une petite vidéo tout de suite. Ma fascination pour la démocratie participative vient du fait qu'elle nous rappelle un fondement essentiel de la démocratie, c'est-à-dire le fait que les citoyens sont souvent en avance sur les politiques dans leurs réflexions. C'est ce que m'a appris, en tout cas, mon expérience à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Lors de débats intenses avec des citoyens, nous avons constaté qu'ils avaient une idée très précise des défis auxquels notre continent, nos politiques publiques, nos sociétés seraient confrontées à l'avenir. Ils avaient très bien compris que nous avions besoin d'unité européenne pour relever ces défis. Et pourtant, tous se montraient très critiques à l'égard de l'Union européenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de clichés politiques comme ceux que se jettent à la figure pro-européens contre eurosceptiques et vice-versa. Il ne s'agissait pas d'un dialogue de sourds entre gauche et droite, jeunes contre vieux, nord contre sud. Non, des citoyens de tout horizon et de convictions politiques variées avaient clairement compris à quoi ressemblait le monde et comment nous devrions nous adapter pour faire face. Ils avaient fait preuve d'un talent d'écoute, souvent absent des assemblées politiques. Le bon sens avait précédé les slogans politiques et il nous a obligés, en tant que responsables politiques, à revoir notre réflexion et à améliorer les solutions que nous avions à proposer. Je pense qu'il faut continuer à tirer les leçons de cette expérience.
Nous devons trouver des moyens permettant à la participation des citoyens d'alimenter le débat européen de manière plus directe et plus structurelle. Et les éléments clés sont le timing et la crédibilité. Les citoyens doivent être entendus lorsque leur voix compte le plus. Ils doivent savoir qu'ils sont effectivement écoutés. Ils doivent être convaincus que l'exercice ne sera pas une simple façade. C'est là que je vois un rôle majeur pour le mouvement européen. Votre réseau, avec des organisations de la société civile dans toute l'Europe, fournit un environnement propice à un débat plus fondé et plus pertinent. Et notre nom et notre réputation peuvent ajouter beaucoup de poids à la voix des citoyens. Notre expérience peut lui donner l'attention dont un tel assemblage a besoin. Et mon idée sera alors d'organiser à mi-mandat de chaque législature des panels de citoyens comme point central du débat européen. Et c'est le moment idéal pour faire un bilan du scrutin qui s'est déroulé 2 ans auparavant. Et il est aussi alors temps de regarder vers l'avenir et de donner aux citoyens l'occasion de s'exprimer sur ce qu'il convient de faire d'ici les élections suivantes. C'est à ce moment-là que les responsables politiques devront prendre un moment pour mettre de côté leur propre agenda et écouter les espoirs, les craintes, les attentes et les idées des citoyens. Et nous pourrions ainsi encadrer le débat de la campagne électorale à venir. Ce travail commence maintenant. L'Europe ne tient pas ses promesses. Le monde est un endroit menaçant et la démocratie elle-même est souvent considérée comme un moyen faible et non comme un atout pour affronter ces menaces. Nous devons donc envoyer le signal que les citoyens sont entendus et que leurs opinions et leurs voix déterminent effectivement l'agenda de l'Union européenne. Les projets que nous nourrissons pour les citoyens vont donc partie intégrante de notre engagement pour une Europe plus forte. Lors de la prochaine campagne électorale, lors de la Convention, qui normalement devrait enfin suivre la conférence sur l'avenir de l'Europe, et ça partout et dans toute occasion. La parole citoyenne doit être entendue en préalable. J'espère être là en personne avec vous la prochaine fois et j'ai hâte de travailler avec vous tous pour faire d'une vision démocratique, pleine d'espoir et déterminée de l'Europe une vraie réalité. Merci à vous. Pour clôturer cette table ronde introductive, je vais demander à Thibaut de Saint-Paul, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, de nous rejoindre sur scène. On va avoir un petit échange sur les actions de la JEPVA. Tout d'abord, merci Thibaut d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté ce petit échange. Peut-être commencer par une première question, Thibaut, autour de les grands chantiers de la JEPVA en cours. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. La JEPVA et le mouvement associatif travaillent ensemble depuis maintenant plus de 20 ans. Et en dépit de points de vue parfois différents, nous avons su bâtir une relation de confiance qui nous a permis de nous comprendre et de dépasser de simples relations d'échange pour véritablement co-construire ensemble des politiques publiques. Accompagner et soutenir le monde associatif, c'est une des principales missions de service public que se donne la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Et à ce titre, la co-construction de Guidasso est un excellent exemple qui montre la manière dont nous avons pu travailler ensemble, nous associer pour construire une politique publique en matière de vie associative.
Alors effectivement, en termes de direction, d'action en commun en 2023, le premier axe pour nous a été de travailler à la simplification et l'aide à la gestion associative. Effectivement, l'enjeu est que les salariés, et en particulier les bénévoles des associations, ne passent pas un temps trop important dans l'ensemble des démarches, notamment administratives. Et donc, nous avons souhaité mettre un maximum d'énergie pour justement simplifier ces démarches. Vous le savez, nous avons mené en début d'année dernière une grande consultation à destination des associations, et je vous remercie de vous en être emparés. Plus de 15 000 associations nous ont répondu et elles interpellaient l'État, les pouvoirs publics, sur la nécessité de travailler à un guichet centralisé, unique, qui permette de rassembler les principales démarches que mènent au quotidien les associations. Et ce guichet, ce dispositif, c'est ce à quoi nous travaillons au travers notamment du compte asso, guichet qui vise à la fois à dématérialiser les démarches, mais c'est important pour nous, à systématiquement aussi les simplifier en facilitant la communication entre différents systèmes d'information sur le principe du « dites-le-nous une fois », pour limiter le temps passé à l'ensemble de ces démarches. Ainsi, c'est plus de 450 000 comptes qui ont déjà été créés par les dirigeants associatifs, plus de 50 000 demandes d'attribution de numéros de SIREC qui ont eu lieu rien que l'année dernière au travers de Guidasso, et donc on voit que la démarche est là. Il y a plus de 20 ans, on pouvait penser que le numérique serait une solution miracle à ces enjeux d'accompagnement, mais on voit bien que désormais on est dans l'âge de raison sur ces questions et que l'accompagnement physique sur les territoires, il est aussi indispensable. Et donc c'est la deuxième jambe de cette démarche que nous portons, qui est, je l'évoquais, Guidasso. Ce deuxième volet, il est essentiel pour nous, c'est une politique du dernier kilomètre qui permet de rapprocher des services publics de populations qui pouvaient s'en trouver éloignées. Et en lien étroit avec le mouvement associatif, ce que nous avons voulu créer, c'est une maison associative de demain qui permettent d'articuler, de renforcer l'accompagnement sur les territoires. Et nous sommes convaincus de son utilité et nous voyons bien que les territoires où ces démarches sont déjà déployées, on a un vrai apport et un vrai atout pour les associations. On s'inscrit dans une volonté de faire en sorte que l'ensemble du territoire national puisse en bénéficier et ce sera le cas dès la fin de l'année 2024 et en 2025, il restera l'Île-de-France et de derniers territoires ultramarins et nous aurons entièrement déployé cette politique auquel nous tenons. Ensuite, on va chercher à prolonger l'ensemble de ces perspectives pour 2024 et autour de deux axes. Le premier, c'est effectivement le renforcement de cette simplification qui va se poursuivre, qui va s'accélérer. Et le deuxième axe, qui est aussi important pour nous tous, c'est travailler à aller plus loin encore dans la valorisation des bénévoles et des volontaires qui s'engagent dans les associations. Vous le savez, on a un certain nombre d'occasions importantes pour nous en 2024, comme les Jeux olympiques et paralympiques, dont on va se saisir depuis la JEVA pour essayer d'aller plus loin autour de ces enjeux de valorisation. Favoriser l'accompagnement et la dynamique de la vie associative et cette valorisation de l'engagement, c'est pour nous aussi accompagner encore plus fortement ce qui se passe sur les territoires. Vous le savez, on bénéficiera en 2024 de 17 à 20 millions supplémentaires pour le FDVA, concrètement sur les territoires, et on a cette volonté que cet argent il puisse être
employés en particulier pour les petites associations dont, effectivement, on connaît avec vous les difficultés des associations qui sont face évidemment à l'inflation, un certain nombre d'enjeux et de besoins qu'on a évoqués, sociaux et environnementaux. Et donc, on veut être avec vous aussi pour répondre à ces défis qui sont essentiels. On a une volonté de travailler aussi en interministériel, à l'engagement, avec l'ensemble des autres ministères, pour justement voir comment est-ce qu'on peut mieux valoriser ces dynamiques d'engagement concrètement. Et puis, vous le savez, l'engagement des individus n'est pas qu'un engagement de temps, même s'il est essentiel sur leur temps libre. C'est aussi un engagement financier, notamment au travers des dons individuels ou du mécénat, notamment des entreprises. Et c'est aussi quelque chose sur lequel, en 2024, on veut travailler et aller plus loin. On l'a évoqué tout à l'heure, les études le montrent, les Français sont engagés, ils aiment leurs associations, et donc cette année, nous souhaitons, depuis la JEVA plus que jamais, faire de l'engagement sous toute cette forme une pierre angulaire des dispositifs que nous allons porter. Et donc c'était essentiel pour moi ce matin d'être à vos côtés pour vous dire que vous nous trouverez toujours avec vous pour travailler ensemble, co-construire des politiques pour les territoires et répondre aux défis que nous avons en commun. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Thibaut. J'enchaîne tout de suite parce que nous sommes un tout petit peu en retard, mais pas grand-chose. Je vais être beaucoup plus terre à terre et vous présenter la suite du programme de la matinée. Cette matinée se composera de 2 séries de 4 ateliers avec des formats d'animation différents, comme vous pouvez voir sur la slide. Le premier format, c'est donc tous les ateliers seront animés par des membres et des partenaires du mouvement associatif. Le premier format, nous sommes sur le débat mouvant. Vous êtes en action, nous partageons un point de vue avec vous, vous vous positionnez, vous argumentez, enfin vous commencez à avoir l'habitude. À 10h, donc le premier atelier sera sur la question du numérique, des communs numériques, la question de la souveraineté numérique européenne notamment. À 11h15, donc le deuxième atelier, sera sur le renforcement de l'engagement des citoyens, la question de la mobilisation citoyenne. Le deuxième format qui sera le brainstorming collectif, la construction d'un positionnement collectif. On construit des solutions ensemble. À 10h, à l'assaut de l'Europe, donc les coalitions associatives pour agir en collectif à l'échelle européenne. À 11h15, jeunes et européens, la place des associations dans le développement de la participation active des jeunes. Le troisième format, la conversation ouverte. Elle va arriver. La conversation ouverte, c'est un questionnement, une discussion à bâton rompu entre les intervenants et le public, un échange. À 10h, la culture européenne ou l'Europe des cultures. À 11h15, la fiscalité européenne au service des transitions, donc la question de la taxonomie. Le quatrième et dernier format, autour de futurs souhaitables. Donc on échange autour d'un enjeu central et on se projette autour de 2 scénarios différents. À 10h, soutenir le non lucratif en Europe, un sujet d'actualité. Et à 11h15, également un sujet d'actualité, défendre nos libertés en Europe. On enchaîne avec le programme du repas, donc de 12h30 à 14h. Au moment de déjeuner, vous retrouverez un panel de partenaires avec la présentation de différents dispositifs pour les associations, ponctués par des ateliers culturels et un quiz. N'hésitez pas à aller à la rencontre justement de ces partenaires pendant ce temps de repas. Et puis, à 14h, on retrouvera la journaliste Nora Hamadi qui vous présentera le reste du programme de l'après-midi. Pour les ateliers de ce matin, vous pouvez donc faire votre choix dans le programme. Vous allez pouvoir
suivre les collègues du mouvement associatif que je salue particulièrement, qui disposent d'un petit panneau et qui vont vous accompagner jusqu'à la salle de votre atelier. Voilà. N'hésitez pas à y aller tout de suite. On a pris quelques minutes de retard, mais voilà. Je vous invite à suivre les collègues du mouvement associatif. Merci à vous.